La situation est confuse et paradoxale. En même temps, beaucoup de Syriens sont très heureux de la chute du dictateur Bachar al-Assad. Tout était bloqué, l'économie était bloquée. La loi César, qui est une loi extraterritoriale américaine, avait pénalisé toutes les entreprises du monde qui œuvrent à la reconstruction du pays depuis déjà la fin de la guerre civile syrienne. Donc, si vous voulez, l'économie était totalement bloquée. L'économie, et d'ailleurs, était de plus en plus monopolisée par le frère de Bachar al-Assad, Maher, qui contrôlait 60% de l'économie avec beaucoup de trafic et de gabegie. Et aussi, le trafic de drogue était devenu pratiquement une des sources principales des revenus du régime syrien. Enfin, c'était complètement déplorable. Les Kurdes à l'est, qui ont un quart du pays, possèdent les puits de pétrole et notamment les réserves aussi de matières premières et aussi de coton. Donc l'essentiel de la richesse qui aurait pu provoquer des exportations de matières premières, c'est sous le contrôle des Kurdes. Donc le régime syrien était totalement aux abois. Donc que l'on soit un rebelle, un ennemi juré du régime, ou même pour certains, notamment les Druzes de la montagne druze du sud, ou même pour de plus en plus d'Alaouites qui sont la religion et le clan, la religion qui est celle de Bachar al-Assad, qui sont dans les montagnes, ce qu'on appelle Djebel Ansariya. Et dans le Djebel Ansariya, en Syrie, il y a ce fief dans l'ouest de la Syrie des Alaouites, et qui était pourtant le cœur du régime, mais même les Alaouites en avaient marre du régime. Beaucoup d'Alaouites ont été tués parce qu'ils ont été prioritairement enrôlés dans l'armée pour lutter contre les djihadistes et les rebelles pendant des années. Donc même les Alaouites étaient las de devoir risquer de mourir pour une paye dérisoire. Et donc l'armée était totalement démotivée. Mais d'un autre côté, même si les pour, comme les gens qui sont plutôt pro-régime, étaient ravis dans les premières heures, parce qu'ils se disaient au moins on va pouvoir, je ne dis pas que tous les pro-régimes étaient ravis, mais même des gens qui n'étaient pas spécialement des résistants, des rebelles, ont pu un moment se réjouir. Moi j'ai eu beaucoup de gens au téléphone qui sont d'ailleurs d'Alep, hein. Pendant la prise d'Alep, pas mal de gens me disaient finalement on a eu très peur, au début on a fui, il y a eu un chapin qui a été arraché, tout à coup il y a eu des punitions, les antichrétiens parmi les troupes du Hayat Tahrir el-Sham ont été punis, et au bout d'une semaine, un certain nombre de personnes me disaient finalement Joulani a peut-être vraiment changé, peut-être que s'il va jusqu'à Homs, jusqu'à Hama, et c'est ce qui s'est passé, et si les rebelles reprennent ensuite Damas en venant aussi du sud, parce que des rebelles d'autres groupes qui viennent de Daraa, du sud, sont remontés vers Damas, et donc disons, jusqu'au 11 décembre, un certain nombre de Syriens se disaient ma joie d'avoir fait tomber le dictateur ou celui qui empêche la reconstruction de l'économie est plus forte que la peur des djihadistes. Mais depuis quelques jours, après avoir pris conscience que le premier discours de Joulani, hein, Abu Mohamed Joulani, qui veut dire l'homme du Golan, hein, parce qu'en arabe, Jolan, c'est le Golan. Le Joulani, monsieur Joulani, qui est le chef du Hayat Tahrir el-Sham, a fait très peur lorsqu'on s'est rendu compte, après coup, pas sur le moment, que sa déclaration dans la mosquée de Damas des Omeyyades, sa première déclaration lorsqu'il est habillé en treillis avec son micro, qu'est-ce qu'il dit? Il veut commémorer, célébrer l'échec de l'Iran et le succès de la Ummah islamique, la Ummah el-Islamiyya. Ça veut dire quoi? La victoire de la Ummah islamique, ça veut dire que ce n'est pas la Syrie son agenda. Ça veut dire que le nom de son groupe, Hayat Tahrir el-Sham, qui veut dire l'organisation de la libération du Sham, en lui-même, le groupe indique son programme géopolitique et politique. Ce qu'il veut, ce n'est pas la Syrie. Sinon, il aurait appelé son groupe Hayat Tahrir Souria, la libération de la Syrie. Eh bien non, c'est El-Sham. Et pourquoi El-Sham? Parce que Sham, ça veut dire tout le Proche-Orient. Ça veut dire la Syrie, le Liban, ça veut dire la Jordanie, ça veut dire bien sûr Palestine, Israël, l'ancien mandat anglais au Proche-Orient. C'est tout le Proche-Orient. Donc le fait même qu'il a encore gardé ce nom, qui lui-même était un nouveau nom qui avait été donné à la branche Jabhat el-Nosra. El-Nosra, c'était l'ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda. Le fait même que dans les rangs
du Hayat Tahrir el-Sham, on retrouve beaucoup de Français, une centaine de Français, de djihadistes internationaux, mais aussi d'autres nationalités. Le fait qu'on a commencé à voir des exactions, des pendaisons, dont les médias occidentaux parlent très peu, puisqu'ils sont dans l'euphorie. On se rappelle de la chute de Saddam Hussein en Irak, on se rappelle de la chute de Kadhafi, et on se rappelle de la chute aussi de Saleh au Yémen pendant les révolutions arabes. À chaque fois qu'il y a un dictateur, souvent d'ailleurs nationaliste laïque, hein, bizarrement, qui tombe, l'Occident est ravi, et même si à chaque fois on sait qu'il va être remplacé par soit un chaos, soit un nouveau dictateur islamiste, comme ça s'est passé après la chute de Moubarak en Égypte. On a eu Morsi qui a commencé à faire peur à sa population au bout de quelques mois, parce que immédiatement après avoir fait croire qu'il était un islamiste modéré, il a commencé à révéler son vrai visage. Un peu comme aussi en Tunisie, après la révolution arabe, on a eu la chute de Ben Ali, et on a vu arriver, après le printemps arabe, l'hiver islamiste et des frères musulmans qui cautionnaient la mort militants laïcs, de journalistes laïcs qui étaient tués un par un. On se rappelle de plusieurs militants des droits de l'homme ou journalistes qui ont été tués, et tout à coup il y a eu l'organisation de la protection de la révolution qui était proche du régime, qui commençait à avoir des discours pratiquement califalistes, extrêmement inquiétants, et il y a eu ensuite un retour du bâton en Égypte et en Tunisie. Par contre, en Yémen, c'est toujours le chaos. En Libye, c'est toujours la guerre civile entre Haftar et Tripoli. Et en Syrie, eh bien, le régime dictatorial qui lui-même avait vaincu les islamistes vient d'être vaincu, en gros, par ceux qu'il avait vaincus juste avant. Hein, parce qu'en fait, les islamistes en Syrie n'avaient pas été totalement vaincus. Il y avait eu un accord entre Russes et Turcs, les accords d'Astana, et les Turcs qui, comme d'habitude, comme un scorpion, ont besoin de piquer, même si ce n'est pas leur intérêt, parce que la grenouille lui fait traverser la rivière au scorpion. Eh bien, Erdogan avait promis que les djihadistes qui étaient exfiltrés du reste de la Syrie, lorsque le régime syrien, aidé par les Iraniens et les Russes, était en train de reprendre le territoire syrien, les accords d'Astana avaient confié aux Turcs la mission de récupérer des djihadistes qui acceptaient d'arrêter de se battre dans le nord-ouest de la Syrie, dans la fameuse poche d'Idlib. Et plutôt que de les désarmer, ce qui était prévu, Erdogan les a recyclés dans une milice, une société militaire privée qui s'appelle Sadat, S-A-D-A-T, du général islamiste pro-Erdogan Tanri Verdi, qui avait été emprisonné, que Erdogan a libéré de prison. Et cette société militaire privée, qui n'a rien à envier à Wagner, pendant les années 2019-2020, a entraîné des islamistes ex-Al-Qaïda ou ex-Daesh qui ont été emportés en Libye pour se battre contre le général Haftar. Ça a empêché la prise de Tripoli par le général Haftar, et ils ont été entraînés surtout dans le combat contre les Arméniens dans le Haut-Karabakh en 2020, où ils ont fait de nombreuses exactions. On a de nombreuses vidéos d'égorgements à vif extrêmement barbares qui ont été commis par ces milices djihadistes qui ont été intégrés dans la société militaire privée Sadat. Et il faut savoir que dans la société militaire privée Sadat, on avait des djihadistes qui étaient des djihadistes purs de Daesh et d'Al-Qaïda recyclés, mais on avait aussi des militants islamistes de légion qui font partie de l'ANS, l'Armée nationale libre, qui, elle, est présentée, contrairement au groupe de Jolani, comme une coalition de groupes plus modérés, qui seraient juste des frères musulmans. Eh bien, en fait, on a des exemples comme la légion Murad Sultan, qui fait partie de la coalition de l'ANS, qui ont été récupérés dans la société militaire privée Sadat, du général Tanri Verdi, et qui ont commis des massacres monstrueux en 2020 en Azerbaïdjan contre les Arméniens. Donc on voit bien que pendant toutes ces années, il y a eu un incubateur de djihadistes dans le nord-ouest de la Syrie, et en fait tout cela était prévisible. Bon, je ne l'ai pas prévu, mais quelque part c'était prévisible, puisque dans la poche d'Idlib, on avait 11 000 militants d'Al-Qaïda, et on avait à peu près 50 000 militants de diverses organisations islamistes radicales, Ahrar el-Sham, HTS, Ex-Nosra, anciens de Daesh, Sultan Mourad, Zenki, beaucoup d'organisations, de structures djihadistes et islamistes, mais parfois les contacts sont très fréquents entre les deux. On peut être un islamiste frériste, combattant, et tout à coup on devient un membre d'une organisation salafiste djihadiste. En fait, c'est assez poreux. Ils ont quand même parfois des similitudes. Certains membres de l'ENS sont autant djihadistes que certains membres du HTS. Donc pour résumer,
Sur le coup de l'euphorie de la chute de Bachar al-Assad, on a un peu mis ça de côté pendant une semaine. Et vous remarquerez que les médias, à partir du 10 décembre, ont commencé à un peu moins célébrer la joie et un peu plus parler des fameux Français, les Français djihadistes qu'on a retrouvés autour de Joulani. Par exemple, la légion de Omar Homsen. C'est un Niçois d'origine africaine, niçois, qui a un grand charisme, qui a beaucoup fait de propagande et il est devenu un des plus grands recruteurs pour Al-Qaïda. Et d'ailleurs, c'est à partir des gens qu'il a recrutés qu'il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Il est allé faire sa hijra, vous savez, son immigration, parce qu'un islamiste radical de type djihadiste, on lui dit que c'est interdit de vivre dans un pays mécréant. Un islamiste n'a pas le droit de vivre dans un pays mécréant parce que c'est haram, parce qu'il va mettre ses enfants dans des écoles de mécréants, il va être contaminé par les mécréants. Et si on relit les revues de Daesh, notamment la revue numéro 5 de Daesh qui s'appelait Dar el-Islam, qui veut dire le territoire de l'islam, dans Dar el-Islam, un des numéros de la revue de Daesh en français, c'était écrit « La France est maudite » et ne mettez pas vos enfants à l'école, ne mettez même pas vos enfants en France, ne vivez même pas en France, vous devez faire votre hijra, votre immigration dans l'État islamique en Syrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis que Joulani, qui apparemment n'a pas tant changé que ça, puisque son organisation ne s'appelle pas Libération de la Syrie, mais du Cham, tout le Proche-Orient, c'est un agenda djihadiste régional, peut-être pas global. On dit que Joulani a abandonné le djihad global. C'est possible, mais en tout cas, il n'a pas abandonné le djihad régional. Il n'a pas montré encore sa face. Pour l'instant, il a besoin de financement pour reconstruire la Syrie. Il a intérêt à pratiquer la taqiyya, la double face, la dissimulation tactique, ou la ruse de guerre, comme disent les sunnites. La taqiyya, c'est plutôt utilisé par les chiites. Il a intérêt à faire tout cela, mais pas mal de signes montrent que il est resté quand même celui qu'il était, puisque parmi ceux qui ont libéré Damas, on a entendu des voix de francophones, et la DGSE connaît ces gens, ce sont de purs djihadistes authentiques qui ne sont pas devenus des frères musulmans bon teint à la Tariq Ramadan du jour au lendemain. Parce que vous savez, parfois ça arrive, un djihadiste, il se recycle dans un islamisme un peu plus... les rares djihadistes repentis deviennent frères musulmans. Ils deviennent rarement athées, ils deviennent rarement des musulmans modérés. Mais c'est même pas ce qui se passe. Ce sont des gens qui sont restés djihadistes. Il y a l'appel du sang. Ils attendent le moindre prétexte pour égorger, pour tuer. Des pendaisons sommaires ont déjà été commises, des égorgements ont été commis. Et vous verrez, dans les mois qui viennent, on apprendra qu'il y a eu beaucoup d'exactions que les médias n'ont pas voulu montrer, puisque quand il y a une euphorie, eh bien on est dans l'euphorie du moment. On montre ce qui va dans un sens et pas dans un autre. On a à peu près 1500 Français qui sont allés dans le Cham, c'est-à-dire l'Irak, la Syrie, l'État de Daesh pendant la guerre civile syrienne. On sait qu'il en reste au moins 300 aujourd'hui en liberté. Et on sait qu'autour de Idlib, la poche d'Idlib, contrôlée par Joulani, l'homme fort de la Syrie, donc ce n'est pas un truc hors contrôle, dans la poche d'Idlib, on a à peu près 130 Français. Alors certes, il y a aussi des femmes et des enfants, mais on pense qu'il y a entre 30 et 40 hommes capables de se battre, pour certains qui ont goûté au sang, qui ont joué avec des têtes, qui ont égorgé des gens, qui ont coupé des têtes pendant la guerre civile syrienne, donc sont passés de la vingtaine à la trentaine, ou de la trentaine à la quarantaine. Donc, on a entre 30 et 40 personnes qui sont rien qu'autour de Idlib, autour de la légion de Omar Homsen, ce niçois recruteur qui avait été déclaré mort, et en fait on l'a vu réapparaître dans un documentaire. En fait il est bien vivant, et il est certain que ce monsieur, qui avait été un moment incarcéré par le Hayat Tahrir el-Sham, de M. Joulani, il a été libéré. Et on sait qu'aujourd'hui, sa structure à qui était reproché trop d'autonomie, a fait un accord avec le Hayat Tahrir el-Sham, et ils se battent en ce moment avec Joulani pour la reconquête de la Syrie. Ils vont probablement être envoyés soit contre les Kurdes, soit contre les Alaouites, si ça commence à chauffer chez les Alaouites. Donc on voit bien que, et là c'est ma conclusion à votre question, ce régime ne peut pas avoir changé. Le nom reste un nom typique djihadiste. L'objectif n'est pas la Syrie, mais le Cham. Le Cham, c'est tout le Proche-Orient. Le discours à la mosquée des Omeyyades à Damas de M. Joulani était très clair. C'était la Oumma islamique qui était célébrée contre l'Iran chiite, et non pas la Syrie contre les dictateurs. Il y a eu très peu de mots sur Bachar. C'était l'Iran qui était le dictateur, parce que dans le lexique, dans la phraséologie djihadiste sunnite, on désigne toujours l'ennemi chiite comme l'Iran. C'est le Perse païen de l'ancienne Perse. Et donc la terminologie est absolument celle d'un al-qaïdiste ou d'un daéchiste. Donc pour répondre à votre question,
il y a de quoi être inquiet. La Syrie va très probablement redevenir un aspirateur de djihadistes, c'est-à-dire que comme le vrai islamiste djihadiste salafiste a l'interdiction de vivre dans un pays mécréant, sauf à y commettre le djihad, mais s'il n'a pas le courage d'aller se battre contre les mécréants, il ne peut pas rester heureux dans un État non musulman. Son devoir est de faire sa hijra dans un vrai... La hijra, c'est l'hégire, hein, l'émigration. Il doit faire... C'est un peu comme l'alia des Juifs, mais version djihadiste, et beaucoup plus violent, bien sûr, parce que le djihadiste doit aller dans un État islamique, et dans l'État islamique pur où il va aller, il y a quand même le djihad qui est le sixième pilier de l'islam. Donc probablement, des gens qui trouvent la France impure vont être attirés par le pays de Cham, qui est redevenu viable. Et alors là, ça va être encore plus attrayant qu'avant, parce que même ceux qui ne veulent pas uniquement aller se battre vont pouvoir se dire « je vais vivre dans un vrai pays islamique, dirigé par un vrai salafiste qui va établir une vraie charia ». Et là, ça va aspirer des gens, mais ils vont fréquenter des psychopathes, ils vont fréquenter les légions de Homsen, ils vont fréquenter des groupes turkmènes, des groupes afghans, des groupes... Parce qu'il y a encore pas mal de djihadistes internationaux, ils vont fréquenter des gens qui ont goûté au sang, qui ont coupé des têtes, qui ont égorgé des gens, qui vont leur dire que c'est normal d'égorger des mécréants et qu'il faut aller libérer tout le Cham. Donc ils vont être entraînés au djihad, peut-être pas tout de suite contre la France, mais on va leur donner le goût du djihad au moins pour libérer par exemple la Jordanie, occupée par un roi pro-anglais, mécréant, un apostat, peut-être libérer la Palestine, parce que pour l'instant les Israéliens se réjouissent, parce que c'est vrai que ces djihadistes détestent les ennemis des Israéliens, que sont le Hezbollah, l'Iran et les milices chiites. Mais dans un second temps, puisque l'objectif c'est le Cham, peut-être que ces gens vont se rabibocher avec le Hamas, et le Hamas aura perdu son allié du Hezbollah, qui aujourd'hui a compris qu'il ne faut pas trop se mêler de Gaza, mais peut-être que ce mouvement va vouloir se rapprocher de la Palestine, ou d'autres encore objectifs, hein, peut-être attaquer le Liban, puisque l'objectif c'est tout le Cham. Peut-être qu'il va un jour entrer en guerre contre les chiites du Liban. Donc le djihad va continuer à être pratiqué, ça va être un lieu d'entraînement de djihadistes qui pourront peut-être faire un djihad local, mais ensuite ils auront appris à faire le djihad, ils pourront peut-être être récupérés par des gens comme Omar Homsen, qui vont peut-être l'envoyer ensuite punir des djihadistes, punir des blasphémateurs français. Pour conclure, il faut savoir que certains djihadistes qui ont renoncé au djihad global, c'est le cas du mouvement HTS qui a pris la Syrie, dénoncent le djihad global, mais saluent les assassinats de professeurs apostats et de Charlie Hebdo. Parce que pour eux, là, ce n'est pas le djihad global, c'est le djihad punitif. C'est aller punir quelqu'un qui a fait offense au prophète. Donc on n'aura peut-être pas le djihad global permanent, mais on aura des gens qui de temps en temps pourront dire il est normal que nous, qui venons du vrai pays islamique pur qui a été libéré par les djihadistes, la Syrie, le Cham, on va faire une expédition punitive contre des Charlie Hebdo, contre des professeurs qui ont montré des caricatures, contre des gens qui ont blasphémé, etc. Donc forcément, contrairement à ce que j'ai entendu de certains spécialistes qui disent c'est super, on les connaît, non, c'est pas dangereux, vous inquiétez pas, ils sont que quelques centaines, voire même moins, la DGSE les connaît et les suit. C'est ce que disaient les services anglais quand ils avaient accueilli plein de djihadistes à Londres. Un jour, il y a 30 ans, un homme du MI6 m'avait dit « on les connaît, on les surveille, il n'y a pas de problème ». Et n'empêche qu'il y a eu des attentats islamistes en Angleterre quelques années plus tard. Donc il faut se méfier de certains hommes spécialistes du renseignement de la sécurité qui vous disent « on les connaît, on connaît leur famille ». Non, on ne contrôle pas tout le monde, surtout qu'il va y avoir des flux. Et on a 300 personnes dans la nature dont on ne connaît pas l'identité, ils ont des faux papiers, ils vont réapparaître quelque part. Et de toute façon, on a pas mal de gens chez nous, même si personne n'arrive de Syrie directement. Admettons qu'on contrôle parfaitement les flux migratoires, y compris en provenance de Belgique ou d'autres pays. Eh bien, on a des gens en France, dans les prisons, ou alors qui sont sortis de prison, on a ce qu'on appelle les faux repentis, qui ont menti pour être libérés plus vite. On a les non-repentis, mais qui n'ont pas encore commis d'actes, qui ont purgé leur peine, qui sont libérés. On a des centaines de fauves, de prédateurs, de gens qui ont envie de passer à l'acte, qui vont être galvanisés. C'est quand même leurs copains, c'est leurs collègues, c'est leurs anciens compagnons de combat en Syrie qui viennent de prendre Damas. Pour eux, c'est la victoire du djihad, du djihad salafiste contre les mécréants, les laïcs, les athées, les alaouites et les chiites. Il y a un autre acteur dont j'aimerais qu'on parle, c'est les Kurdes. Oui. Est-ce que l'adage « l'ennemi de mon ennemi est mon ami » est valable dans ce cas-là?
Oui, alors le problème des Kurdes est un gros problème pour n'importe qui. Pour Bachar al-Assad, c'était un problème. Il n'arrivait pas à récupérer cette région. Pour le nouveau pouvoir, qu'il soit modéré, islamiste, djihadiste, globaliste, tout ce que vous voulez, pour Joulani, c'est un problème, et surtout pour l'armée nationale syrienne, parce que dans les deux composantes de la chute de Bachar al-Assad, il y a c'est pas des composantes uniques en fait. C'est une première coalition de 6 ou 7 groupes djihadistes, voire d'autres groupuscules, qui s'appelle le Hayat Tahrir el-Sham, et c'est une autre coalition qui inclut une quinzaine de groupes, qui est l'armée nationale libre, qui coagule des anciens du régime, rebelles, devenus rebelles, les anciens militaires anti-Bachar, donc qui peuvent être assez nationalistes, mais aussi des groupes turkmènes locaux qui détestent les Kurdes et des groupes islamistes style fréristes, frères musulmans, également pro-turcs, qui ont alors donc cette deuxième coalition, l'ANS, qui est beaucoup plus directement aidée par la Turquie, elle a pour mission d'attaquer les Kurdes. Elle a commencé à le faire dans le nord-ouest de la Syrie, où des villages kurdes et des zones kurdes, il y avait encore quelques poches kurdes. Vous savez que dans l'ouest, avant, il y avait beaucoup plus de Kurdes pendant la guerre civile syrienne, mais à partir de 2018-2019, Trump, dans une logique cynique, pour attraper le chef de Daesh, el-Baghdadi, avait collaboré avec Erdogan, et il y avait eu un deal, et Erdogan avait obtenu le blanc-seing de la part de Trump, qui avait abandonné les Kurdes de l'Ouest, il avait obtenu le blanc-seing pour attaquer les Kurdes de l'Ouest. Donc les Kurdes de l'Ouest de la Syrie ont énormément perdu de terrain et ils ont été remplacés par des miliciens syriens pro-turcs depuis des années. Ils avaient quelques petites poches qui ont été attaquées récemment parce que c'était des toutes petites poches à l'Ouest. Par contre, à l'Est, il y a plus d'un quart de la Syrie qui en plus a les puits de pétrole dirigés par les YPG, c'est les milices kurdes, qui elles-mêmes sont le noyau dur des FDS, les forces démocratiques syriennes, qui coagulent des Kurdes du YPG et des milices arabes syriennes pro-kurdes. Qui trouvent leur compte d'être gérés par des Kurdes. Donc les Kurdes ont élargi leur territoire naturel pour, là si on se met à la place, dans la tête d'un nationaliste turc, pas que Erdogan, c'est l'horreur absolue. Pourquoi? Parce que les Kurdes de Syrie appartiennent à la même idéologie et parlent la même langue que les Kurdes de Turquie, ce qui n'est pas le cas des Kurdes d'Iran et d'Irak, qui n'ont pas les mêmes dialectes et qui n'ont pas les mêmes partis politiques. Donc comme les Kurdes de Syrie ont une allégeance envers Abdullah Öcalan, le chef des Kurdes du PKK de Turquie, pour les Turcs, je ne dis pas ça pour justifier la position des Turcs, bien sûr, mais c'est pour se mettre à leur place, ce qu'on fait toujours en géopolitique. Pour les Turcs, cette poche, qui est plus qu'une poche, c'est plus d'un quart du pays, qui a en plus les ressources, c'est une base arrière pour le PKK. Que ça soit vrai ou faux, c'est ce que pensent les Turcs. Donc les Turcs vont vouloir attaquer les Kurdes de Syrie pour les défaire, démanteler leur État et remplacer la partie nord de ce quart kurde de Syrie, qui confine avec l'Irak, le remplacer par 3 millions de réfugiés syriens sunnites majoritairement et plutôt anti-Bachar et pro-turcs qui habitent en Turquie, les reloger dans le nord du Kurdistan, de la Syrie kurde. Et l'idée, c'est carrément un remplacement de population qui ne pourra se faire qu'au terme d'une guerre qui va être très sanglante, parce que les Kurdes sont ce qu'il y a de mieux en combattant en Syrie. Pendant toute la guerre civile syrienne, face à Daesh, ceux qui se sont le plus battus, c'est certes, face à Daesh et aux rebelles et à Al-Qaïda, c'était certes des gens, ça a été des chiites et des gens du Hezbollah, certes, mais beaucoup aussi les Kurdes. Les deux forces principales qui ont donné du fil à retordre aux djihadistes, quels qu'ils soient, c'était donc des chiites iraniens, irakiens, libanais ou d'autres, ou afghans, ou venus du monde, même parfois ouïghours venus du monde entier, et à l'est, c'était des Kurdes. Et donc, ça va être très difficile de les combattre, surtout qu'il y a 900 soldats américains dans l'est de la Syrie, donc presque 1000 militaires américains. Et là, la grande question, est-ce que Trump va refaire comme en 2018-2020, négocier avec les Turcs un blanc-seing pour les laisser frapper les Kurdes en se disant, moi finalement je m'en fous des Kurdes, en échange donne-moi quelque chose, et peut-être qu'il va obtenir d'Erdogan par exemple d'être un peu moins conciliant avec les Russes ou d'être un peu moins actif sur Tripoli dans le cadre d'un deal général, ou de donner des actifs à des entreprises américaines en Turquie. Il va y avoir un deal. Il y a déjà eu un deal dans le passé, il y aura un deal. Donc est-ce que Erdogan et Trump vont s'entendre
de sorte que Trump dise à Erdogan, tu peux y aller, frappe les Kurdes de Syrie, même si nous, on est avec eux, on va te laisser faire, on va retirer nos soldats, ce que semble avoir dit Trump, ou alors est-ce que Trump va voir l'intérêt de ne pas faire d'intervention longue, mais sporadiquement envoyer quelques troupes américaines ou mettre le paquet, comme il avait fait en 2020, une bombe, en 2019, une bombe style extrêmement puissante qui marque le coup, une sorte d'avertissement pour freiner les ardeurs des Turcs si les Turcs ne lui ont pas donné ce qu'il veut. Là, c'est le grand point d'interrogation. On ne sait pas encore comment les Turcs et les Américains vont... Mais ça va se gérer là. Et s'il y a un blanc-seing de la part de Trump, eh bien Erdogan va aller à l'assaut des Kurdes, et là ça va être sanglant, et il va envoyer tout le monde, et les Qataris sont d'accord, parce que les Qataris, eux, sont plutôt derrière le HTC ou le HTS, donc le Hayat Tahrir el-Sham, et eux, ils tiennent Joulani, et il faut savoir qu'ils le tiennent de manière assez inquiétante pour les laïcs syriens et pour les Kurdes, parce que Joulani, au départ, il avait un accord avec les Russes pour prendre quelques villes, pour faire raisonner Bachar al-Assad, pour le faire plier, et l'obliger à négocier justement une attaque contre les Kurdes et un remplacement du nord par des réfugiés syriens de Turquie. Bachar al-Assad, très rigide, même alors même que les Russes lui disaient « accepte le deal avec Erdogan », il n'a pas voulu. Il a été extrêmement rigide. Eh bien, et c'est pour ça que le deal a sauté. Mais au départ, l'idée du Qatar, c'était de dire au HTS on ne va pas forcément jusqu'à Damas. On fait un essai. Et le HTS a rompu l'accord initial qui avait été conclu entre Russes et Kurdes, entre Russes et Turcs. Il a pris la capitale parce que eux-mêmes, les gens de l'ANS, eux-mêmes, ont commencé à revenir par le sud, par Daraa. Et en fait, il n'y avait pas que l'HTS, il y avait aussi d'autres rebelles qui attaquaient la capitale. Quitte à ce que la capitale soit prise, le HTS n'a pas voulu que ça soit uniquement le mérite de l'ANS. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Finalement, les plans ne sont jamais ce que l'on croit. Vous savez, c'est comme dans le renseignement ou le service action, vous faites un plan, il va forcément foirer à un moment ou un autre. Il faudra avoir un plan A, un plan C, un plan D. Et là, c'était un autre plan. Et c'est pour ça que tout s'est accéléré. Ça aurait pu rester différent. Certes, à long terme, les Russes pensaient qu'ils allaient devoir partir, mais ça aurait pu se faire en 2 temps, ça s'est fait en 1 temps. Et donc, on voit bien que le Qatar n'a pas été un agent de modération dans cette histoire, parce que la Turquie a essayé de maintenir le deal initial, tandis que le Qatar a dit à Joulani, prends Damas, prend tout le pays, et le désir du Qatar depuis la révolution arabe, c'était justement, rappelez-vous, de mettre des frères musulmans ou des islamistes partout dans des pays arabes pour renverser des dictateurs plus ou moins militaires ou laïques ou nationalistes. Et là, le Qatar, finalement, après 12 ans, 13 ans plus tard, il a obtenu le résultat qu'il voulait avoir et qu'il avait échoué à obtenir dans les années 2011. Et là, pour ma conclusion, les auditeurs doivent quand même le savoir, mais ils doivent peut-être beaucoup le savent. Tout a commencé lorsque la Syrie de Bachar al-Assad avait le choix entre un gazoduc favorable à un projet iranien et donc favorable aux Russes, et un autre projet de gaz favorable au Qatar, puisque la Syrie est un hub, un lieu de passage pour des gazoducs qui vont vers la Méditerranée et vers l'Europe. Et Bachar al-Assad avait refusé le projet qatari, comme par hasard, juste après, le Qatar avait sponsorisé non seulement les frères musulmans, ce qu'il faisait ailleurs pendant la révolution arabe, aux côtés d'ailleurs d'Obama, mais là, il a même favorisé du djihadisme, et c'est là que la Syrie est devenue le lieu international du nouveau djihad, avec des milliers de personnes, 5000 Tunisiens, 5000 Marocains, 6000 Européens, enfin, c'est incroyable, et des gens d'Afghanistan, de Chine, d'Asie centrale, c'est devenu vraiment le lieu du djihad international. Eh bien, le Qatar a réussi à obtenir, plus de presque 15 ans plus tard, son objectif de guerre stratégique des années 2010. Et dernière question, justement, quid de Bachar el-Assad? Permettez. Ouais. Alors, donc, dernière question, quid de Bachar el-Assad? Alors, quid de Bachar el-Assad? Ce que l'on sait, c'est que lui, il a été un petit peu comme le général Aoun. Lorsque le général Aoun, dans les années 90, avait perdu la bataille, il était parti se réfugier en l'ambassade de France et ensuite exfiltré à Marseille. Et sans même prévenir ses combattants qui continuaient à se faire démolir par les Syriens, il avait fui, le général très courageux, il avait fui quand même avant tout le monde et il n'est pas mort sur le champ de bataille et il a même pas essayé de sauver une partie de ses généraux. C'est un peu pareil. Bachar al-Assad avait sa femme qui était soignée à Moscou. Il a fait un voyage déjà avant la chute
du régime. Il avait fait un voyage soi-disant pour gérer la situation de crise avec M. Poutine, qui n'a pas voulu le recevoir. C'est très humiliant pour l'homme qui pavanait parce qu'il résistait souvent à Poutine. Il était quand même culotté, il était aidé, il était maintenu à flot par Poutine, et il résistait à Poutine, il n'écoutait pas ses conseils. Poutine a acquis une énorme rancune envers lui. Bachar est connu pour être un homme assez intelligent, raffiné, multilingue, etc. Et quand il parle, on est même impressionné par son raffinement, etc. Mais ceux qui le connaissent vraiment, comme mon ami Randa Kassis, qui a été très très proche il y a longtemps des gens du régime avant de devenir une opposante, elle me disait c'est quelqu'un qui est extrêmement rigide. Il est capable d'être même suicidaire par rigidité. Donc il a vraiment exaspéré les Russes. Son frère Maher a été tué, un autre frère s'est suicidé. Beaucoup de généraux ont été égorgés, tués, pendus, défenestrés. Il y a eu quand même, contrairement à ce qu'on nous dit, Joulani n'est pas un pacifiste qui a pris le pays sans faire aucune vengeance. D'ailleurs là, il y a un plan de vengeance qui est établi avec des primes qui ont été données à tous les gens du régime, les généraux, pour pouvoir retrouver ceux qui se cachent, pour les retrouver ceux qui n'ont pas réussi à prendre d'avion ou aller ou partir je ne sais où. Et beaucoup ont été exécutés. Une partie de la famille de Bachar est mort, mais Bachar en fait est parti sans emmener une partie de sa propre famille. Il a sauvé sa famille proche, mais apparemment il est parti vraiment à l'incognito en ne donnant en ne donnant pas un plan de survie à une grande partie de ses cousins, une partie de toute cette famille élargie. Il les a vraiment laissés tomber. Il a sauvé vraiment le précaré le plus proche. Et donc là, il est à Moscou, et apparemment, aux dernières nouvelles, Bachar al-Assad est très très gênant pour Moscou. Ce n'est pas une figure intéressante parce que non seulement il a déçu Poutine, mais Poutine est un homme froid. Aujourd'hui, l'idéal, c'est qu'il disparaisse. Alors il ne va pas le tuer, quoique tout est possible, mais ce qu'il veut apparemment, Poutine aurait comme objectif soit que M. Bachar al-Assad devienne totalement invisible, qu'il ne fasse aucune erreur de déclaration, d'interview ou de gesticulation, extrêmement discret et probablement ce que préférerait le régime du Kremlin aujourd'hui, ce serait que Bachar al-Assad soit en Iran, soit sous la protection russe, mais dans un endroit très reculé, ou dans un pays ami, un pays de la CEI, un pays d'Asie centrale, ou un pays du Caucase. Ça, c'est les dernières nouvelles de Bachar, c'est qu'il est persona non grata, il est considéré comme gênant, son image est un obstacle parce que la Russie a quand même un côté très froid et pragmatique. La Russie de Poutine veut rester en relativement bonne relation avec les pays du Proche-Orient, y compris la Syrie. D'ailleurs, l'Iran elle-même essaie d'établir des contacts avec Joulani, qui pour l'instant dit non, puisqu'il s'est battu, et toute sa rhétorique c'est contre l'Iran, mais dans la mesure où les lois américaines qui empêchent la reconstruction de la Syrie et qui punissent toutes les banques du monde entier qui veulent investir dans la reconstruction, un moment, Joulani peut-être va se retrouver sans argent. Il peut être tenté d'accepter une réconciliation, même si elle est un peu distendue par rapport à avant, sans présence iranienne, en Syrie. Il est possible que l'Iran parvienne, avec le temps, pas tout de suite, à se réconcilier avec le régime anti-iranien de Joulani, parce que Joulani aura besoin de cash. Il n'est pas sûr que Trump accepte de reconstruire la Syrie tant qu'il y aura des gens liés à des djihadistes. Il ne faut pas oublier que Joulani, le chef du HTS, est quand même recherché aux États-Unis avec une prime comme un dangereux terroriste. Et donc tout cela fait qu'il y a une grande incertitude sur la possibilité de reconstruire la Syrie. Peut-être que l'Ukraine commencera à être reconstruite avant la Syrie, parce qu'on n'est pas prêt de déloger des gens liés au djihadisme en Syrie. Et donc, Poutine a parfaitement compris cette nouvelle donne et il va essayer de faire oublier son amitié avec Bachar al-Assad. Ce n'est pas le genre à trahir ses amis, mais il va faire oublier au maximum Bachar al-Assad. Voilà où on en est aujourd'hui. Ce que l'on sait, c'est que Bachar al-Assad est devenu un élément gênant pour Poutine. Et est-ce que la Syrie peut finir comme la Libye finalement, avec plusieurs enclaves territoriales dirigées par des pays extérieurs? Alors là, c'est un scénario qui a été prévu par beaucoup de spécialistes du Proche-Orient. Il est possible que la Syrie termine dans une configuration qui impliquerait à la fois une fragmentation intertribale et interconfessionnelle locale, doublée d'une interférence de pays voisins, ou même plus lointains, qui auraient chacun
leur préféré. Je m'explique, il est possible que si les Druzes, qui sont très armés dans leurs montagnes du sud de la Syrie, sont attaqués par le régime qui à un moment voudra les soumettre, alors les troupes des rebelles syriens et des djihadistes sont entrés un peu partout en Syrie. Mais ils n'ont pas touché aux Druzes, ils n'ont pas touché aux Alaouites. Dans la montagne alawite et l'ouest alawite et dans les montagnes druzes, il y a une masse de population qui a toujours résisté depuis les siècles à tous les califats, y compris à l'Empire ottoman. Ils ont toujours maintenu leur spécificité, c'est-à-dire que le jour où ils sont acculés, ils peuvent se battre un petit peu comme les Kabyles en Algérie. On ne va pas trop les ennuyer dans leurs fiefs et dans leurs montagnes, mais si c'était le cas, parce que pour les djihadistes qui ont pris le pouvoir en Syrie, les Druzes sont une religion qui croit en la réincarnation, qui est considérée comme païenne, qui est considérée comme totalement apostate. C'est une sous-branche de l'ismaélisme qui lui-même est une branche minoritaire du schisme, tandis que les Alaouites, qui sont aussi une branche hétérodoxe minoritaire du schisme, les Alaouites sont considérés comme des mécréants à 100%, des apostats. Donc ces deux grandes minorités qui ont des fiefs et qui ont une tradition d'être armés et qui ont beaucoup d'armes, ils peuvent un petit peu ressembler aux Druzes du Liban ou aux chrétiens de la montagne, c'est-à-dire des gens qui auront toujours des fiefs et qui seront difficiles à soumettre, ou les chiites du Yémen. Et donc là, il est possible que si le régime attaque les Druzes et les Alaouites, on a un Druzistan qui soit aidé par Israël. Pourquoi? Parce que les Druzes sont connectés au Golan israélien, il y a des Druzes des deux côtés, en Israël et en Syrie. Et un ami druze libanais me disait récemment, même si beaucoup le nient, les Druzes du Liban, les Druzes d'Israël et les Druzes de Syrie se connaissent. Ils parlent entre eux. Et celui qui ira in fine défendre les Druzes si ceux-ci sont existentiellement menacés, ce sera Israël, qui aura d'ailleurs un parfait prétexte pour continuer son avancée dans le Golan. Ce qu'elle a déjà fait depuis quelques jours. Israël a élargi la bande de sécurité du Golan en empiétant sur le territoire syrien, en estimant que l'ancien traité de cessez-le-feu est caduc, puisque le régime a changé, il y a des djihadistes qui ont pris le pouvoir de l'armée, et pareil pour les Alaouites. Et enfin, la zone où il y aura le plus de résistance, bien sûr, c'est les Kurdes. Les Kurdes vont résister de manière existentielle, ils se battront à mort. Ils ne vont pas se rendre parce qu'ils savent qu'un régime djihadiste anti-iranien les considère comme les Iraniens. Pour nos auditeurs, il faut savoir que les Kurdes, ils fêtent le même nouvel an que les Perses. Les Kurdes sont apparentés aux Perses. Ils ont beaucoup de points communs et dans la doctrine djihadiste, el-qaïdiste ou daeshiste, le Kurde syrien est considéré comme un faux sunnite, un faux musulman qui fête, comme le nouvel an iranien, qui ont des fêtes païennes, ce qui de facto les assimile à des païens. Donc les Kurdes savent qu'ils ne seront pas épargnés, ils seront traités aussi mal que les Druzes et les Alaouites, ils ne seront pas traités comme des sunnites druzes, comme des sunnites kurdes, pardon, ils seront traités comme des Kurdes apostats. Parce qu'en plus, le parti qui dirige l'YPG, les milices kurdes, c'est un parti marxiste qui a la même idéologie que le PKK. Et le marxisme pour les djihadistes, c'est l'idéologie apostate, anti-Dieu, athée, païenne par excellence.